La Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes, vous présente Sud Radio. Parlons femmes, Judith Belair. Vous êtes sur Sud Radio et vous écoutez Parlons femmes, l'émission qui met en avant les parcours et les femmes aussi qui font la différence. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je reçois la journaliste, réalisatrice, productrice, conférencière et auteure, ça en fait, Stéphanie Briand. Bienvenue Stéphanie. Bonjour Judith. Bonjour. Vous venez dans ce studio avec votre tout dernier livre, Comment arrêter de foirer ses relations. Moi, ça m'a beaucoup amusé. Ça m'a parlé aussi. C'est paru chez Actes Sud. Et vous analysez les mécanismes inconscients qui sabotent nos liens affectifs. Et vous nous donnez quelques clés concrètes, en fait, pour en sortir tout un programme. Ça nous parle à toutes et à tous, a priori. C'est parti pour Parlons femmes. Sud Radio, Parlons femmes, Judith Belair. Alors, Parlons femmes vous pose des questions, ma chère Stéphanie. Vous êtes prête ? Je suis prête. Quelle femme connue ou inconnue, selon vous, vous inspire une force radicale ? Maya Angelou, ouais, qui est donc une activiste des droits aux États-Unis, qui est aussi une poétesse, une productrice, une scénariste. Donc elle a ce rôle de multicasquette et qui est une femme, je trouve, de principe. Et en fait, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les femmes de principe qui ont ces structures très fondamentales. Ouais. Voilà. Et côté français, ce serait Simone Veil aussi. Oui. Et toutes les deux, d'ailleurs, elles ont un point commun, c'est qu'elles ont vécu des histoires d'amour très longues, très intenses et très riches. Donc les hommes ont été pour elles toujours des alliés et des appuis. Et ça m'inspire beaucoup chez les femmes. C'est ça le féminisme qui vous inspire en fait. C'est les femmes alliées des hommes. Parce qu'on ne peut pas avancer sans être ensemble. Finalement. Absolument, ouais. Alors quelle rencontre, si on a une, a profondément changé votre regard sur vous-même, Stéphanie Briand ? La rencontre avec la neurobiologie interpersonnelle. On va pousser un peu parce que neurobiologie interpersonnelle. Donc. Quand j'ai découvert le fonctionnement du cerveau et je vis aux États-Unis et que soudainement j'ai eu un clic en me disant mais waouh, je comprends l'adulte que je suis devenue. Je comprends qu'en réalité, je ne suis pas si originale que ça, que ma pensée ne m'appartient pas seulement à moi dans ma structure que je croyais très indépendante, mais aussi j'ai des mécaniques et des mécanismes qui se sont mis en place. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé une petite révolution intérieure et extérieure. Voilà. Vous n'êtes pas passée par la thérapie ? Non, j'ai pas fait particulièrement de thérapie. En fait. J'ai fait plein de choses différentes. J'ai expérimenté plein de choses, mais non, j'ai pas eu de thérapie au sens proprement dit. Oui, parce que finalement, si on réfléchit au cerveau, on se dit que c'est mécanique, donc on a moins besoin peut-être de réfléchir en fait, paradoxalement. Oui, puis il y a quelque chose qui est dans l'oralité aussi. La thérapie, c'est quand même de mettre des mots sur des choses, mais je crois aussi beaucoup au corps. Donc parfois, on a besoin d'aller débloquer des choses sans la compréhension, sans la mentalisation. Donc moi, j'aime beaucoup comprendre, mais je trouve que de ne pas se limiter à ça aussi, ça permet d'avancer. Et je vois des gens autour de moi qui ont une faculté d'évoluer absolument dingue, parce qu'ils sont dans le mouvement. Ouais. Et j'aime aussi cette notion-là. Donc je crois qu'il y a des bonnes recettes qui sont très personnelles à chacun, en fait. Bien sûr. Est-ce que le leadership au féminin, il est enfin accepté selon vous ou simplement toléré, Stéphanie ? Ah non, moi je pense qu'il est accepté. En revanche, il n'est pas toujours exercé de la bonne façon. Et je crois que quand on emprunte au code du pouvoir, en oubliant la notion d'autorité naturelle, et qu'on veut prendre l'ascendant, et bien là on se trompe. Pas la conquête, parce qu'en fait la conquête c'est d'aller vers une direction. Oui, donc parce que d'aucuns vous diraient que la conquête c'est masculin. Oui, mais je crois qu'on a des polarités masculines et féminines dans chacun de nos êtres. Donc ce que vous dites finalement, c'est que les femmes qui exacerbent leur pouvoir par l'autorité, par exemple, pour en imposer parce qu'elles considèrent qu'il faut en faire plus quand elles sont femmes à des rôles de leadership, elles desservent les autres. C'est ça que vous dites ? Oui, je trouve que tous les êtres qui vont être dans ce pouvoir-là très ascendant et qui n'ont pas d'autorité légitime, moi je trouve ça formidable en fait d'avoir de l'autorité légitime et du pouvoir. Et là on peut aller très loin parce que ça veut dire qu'on a la capacité de mettre en œuvre des choses. Mais quand le pouvoir est seulement d'ordre décisionnel, souvent ça fait du mal et parfois c'est ça qui peut poser problème et on le voit aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Bien sûr. Si vous pouviez faire bouger une ligne aujourd'hui, Stéphanie, laquelle ça serait ? Davantage de sororité. Ouais. Vous pensez qu'il n'y en a pas assez ? Non. C'est un peu utopiste, non ? La sororité tout court. C'est vrai, pourquoi ? Je sais pas, c'est une question. Non ? Je sais pas. Et c'est intéressant et la fraternité aussi. On a l'impression que c'est des idées maîtresses qui nous guident vers un mieux, mais que c'est pas forcément toujours très applicable dans notre société aujourd'hui. C'est pour mieux m'exprimer.
Alors, je crois qu'il y a aussi une réponse biologique à cela. J'avais écrit un livre sur l'amour et j'avais observé ce qui se passait quand des femmes rentraient dans une pièce avec un homme et en fait, elles ne regardent pas les autres hommes, elles regardent les autres femmes pour jauger la compétition. Ouais. Donc, biologiquement, on a quelque chose qui est de l'ordre de « je protège ma tribu, mon clan », mais de fait, je suis en compétition avec les autres femmes. Donc, comme toujours, on a une partie qui est de l'ordre de l'évolution et puis il y a aussi le besoin de mieux s'adapter au monde. Donc je pense qu'on peut quand même changer cette codification-là et ne pas percevoir les autres femmes comme des dangers. Et c'est peut-être, vous avez raison, utopiste. Mais je crois que tout commence par une utopie. Oui, il faut espérer dans la vie. Quel message, si vous en avez un, Stéphanie Briand, auriez-vous envie de transmettre aux jeunes filles du monde ? De ne pas déserter ni leur vie sociale, ni leur vie amoureuse, ni leur vie professionnelle, ni leur vie intérieure. Tout faire, quoi. Ouais. Mais c'est pas facile de tout faire. C'est pas facile quand on met de l'excellence dans tout. Mais quand on prend soin, je pense que c'est plus facile, en fait. D'accord. Alors, votre livre, c'est quand même comment arrêter de foirer ses relations. C'est paru chez Actes Sud. Alors, ce que vous nous dites, c'est qu'il n'y a pas de recette magique en amour, grosso modo, déjà. Donc ça, c'est sympa à savoir. C'est vrai que le prince charmant n'existe pas. Non, sauf pour certains qu'on appelle des évitants et qui pensent qu'il y a un prince charmant ou une princesse charmante. D'accord, c'est des évitants donc. Ouais. Alors expliquez-nous ce que c'est un évitant. Un évitant, c'est justement quelqu'un qui a une espèce de mystification comme ça de l'amour et qui a beaucoup de mal à s'engager et à être dans les relations. Donc c'est plus facile de se dire qu'il y a quelqu'un quelque part qui nous attend et que, de fait, on ne sera jamais pleinement les pieds dans une relation. D'accord. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous nous dites qu'on connaît très bien les mécanismes qui font dérailler les relations en question. Donc, vous nous entraînez les mécanismes, c'est nos insécurités, quoi. C'est ça que vous nous dites. On réagit à la menace, ouais. Dès qu'on est insécurisé dans le lien, en fait, on se défend et c'est là qu'on sabote la relation. Et donc, vous dans votre livre, vous nous apprenez à comprendre d'où ça vient, tout ça, comment est-ce que ça se manifeste au quotidien, pourquoi est-ce qu'elle sabote, souvent malgré nous, ce qui compte le plus sur le moment, c'est-à-dire la personne avec qui on partage notre temps. Alors quand vous avez peur, c'est logique, vous avez un instinct de survie. Sauf que l'instinct de survie, en général, il va pas permettre de préserver ce qu'il y a autour de nous. Fermer, ouais. Et il va fermer, et puis il va être ou dans le combat, ou dans la fuite. Donc c'est ça notre grande problématique, c'est d'avoir du mal déjà à comprendre qu'on est menacé, et qu'on a une réaction à ça. Quand on voit ces menaces et qu'on connaît bien ces mécanismes, on peut se dire, là, je vais pas mettre les deux pieds dedans parce que je vois bien que je suis activée par quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui est en train de se passer à l'instant T, en fait. Bien sûr. Donc, on peut, en apprenant à mieux se connaître et en comprenant mieux aussi les autres, ne pas tomber dans les pièges. Et donc, pour apprendre à mieux se connaître et sortir de ces pièges-là, vous donnez des clés. En fait, donc il y a des explications claires, il y a des exemples parlants, il y a des outils concrets, il y a des tests, il y a des trucs dans votre bouquin. Et en fait, l'idée, c'est quand on l'a terminé, on est censé être guéri, c'est ça ? Guéri, non, mais en déjà tout cas, d'avoir une relation à peu près normale. Avoir pris conscience de certaines choses, avoir des outils aussi, et puis moins dramatiser. Je trouve que quand on comprend déjà, on est moins dans le mode de l'inquiétude et de se dire mais comment on va faire Donc je pense que ça donne un petit peu de réassurance. Et finalement, souvent, les origines de nos insécurités, on le sait, elles sont dans nos blessures à nous, sur notre chemin, dans notre histoire personnelle, etc. Est-ce qu'elle est colmatée ou en tout cas soignée d'une certaine manière, même si on a toujours une cicatrice, ces blessures-là, ça ne nous aide pas finalement tout simplement à être aussi mieux dans notre vie ? Pas que dans la relation, quoi, parce que c'est ça que vous nous expliquez, en fait. C'est que pour être bien dans une relation, il faut être bien avec soi. Ouais, et ça permet d'être moins sensible. C'est un peu comme si vous aviez une plaie ouverte et que là, vous avez une cicatrice, donc vous allez la regarder, vous vous rappellerez de la trace, mais ça fait plus mal. C'est vrai. C'est un petit peu, il y a un art comme ça, vous savez, au Japon, le kitsungi, ou kitsuni, qui en fait est un art où quand un vase est cassé, au lieu de le jeter, on va le recoller, mais avec de l'or. C'est-à-dire que le vase prend plus de valeur quand il a été cassé. Est-ce que nous, finalement, on ne prend pas plus de valeur au fur et à mesure de notre vie quand on a réussi à recoudre ces blessures-là, justement ?
Mais si, et en plus, il y a une chose qui est assez essentielle, c'est que le trauma fait partie de la vie. Donc rien ne sert de chercher à l'éviter, puisque structurellement, il est là et on n'est pas tous traumatisés par les mêmes choses. En revanche, c'est bien que ce soit pas lui qui dirige nos existences. Et c'est là que souvent, on se retrouve dans des situations un peu confrontantes, quand on s'aperçoit que on n'est pas à la commande, on n'est pas à la barre, quoi. Même si, évidemment, on ne décide pas de tout, l'idée, c'est pas d'être dans le contrôle, mais c'est de ne pas être dans le regret. Alors cette neurologie interpersonnelle, elle vous a poussé à faire plein de trucs, notamment à monter des académies. Ouais. L'Académie du souffle et l'Académie de l'amour. Alors en fait, vous proposez des formations en ligne. Oui, alors expliquez-nous, parce que notamment beaucoup autour de la respiration. J'ai écrit un livre qui s'appelle L'incroyable pouvoir du souffle et j'ai monté cette Académie du souffle où aujourd'hui on forme des professionnels, notamment des professionnels de santé, aux techniques de respiration parce qu'on peut vraiment avoir un accès direct au cerveau et au système nerveux. Et il y a des tonnes d'études scientifiques qui démontrent qu'on peut tout à fait exactement améliorer la santé cardiovasculaire, améliorer le sommeil, avoir un impact sur l'asthme, sur la sinusite, on a développé un programme aussi d'accompagnement pour le cancer, pour les personnes malades et pour les aidants. Donc cet outil de respiration que nous avons tous, eh bien, mon objectif, c'est de faire connaître ces techniques le plus largement possible. Il y a beaucoup de médecins aujourd'hui qui s'y intéressent et que demain, eh bien, les généralistes puissent prescrire aussi une technique de respiration qui soit adaptée. Alors, vous avez une bronchite, vous allez respirer 4 fois par jour. Oui, respirer 4 fois par jour, mais d'une certaine façon, parce qu'il y a une façon de libérer les bronches. Alors, c'est quoi que vous faites? C'est comme au théâtre, 1, 2, 3, 4, on bloque 4 et on souffle 6, par exemple? Il y en a une multitude, donc je ne peux pas vous en donner une seule. C'est quoi la meilleure qui vous vient tout de suite, là? Si moi, je tape un stress avant de prendre le micro, par exemple. La respiration du soupir, elle a été étudiée notamment à l'université de Harvard. Ça consiste à inspirer en 2 temps, donc vous faites une première inspiration par le nez, vous bloquez, deuxième inspiration, et d'accord. Et s'il y a du monde autour et que vous voulez pas ouvrir la bouche, vous pouvez faire la même chose, mais par le nez. D'accord. Et ça calme tout de suite. Ouais. Okay. En 3 fois, parce que vous activez votre système nerveux parasympathique et vous revenez donc à un apaisement physiologique. Chères auditrices, chers auditeurs, vous avez le droit de le faire à la maison, c'est pas interdit, c'est même recommandé. C'est Parlons Femmes aujourd'hui, c'est l'espace libre de parole pour celles qui avancent sans renoncer. Sur ce plateau, vous êtes avec la journaliste, rédactrice, productrice, conférencière et auteure Stéphanie Briand, et puis son tout dernier livre, Comment arrêter de foirer ses relations, c'est chez Actes Sud. À tout de suite. La Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes, vous présente Sud Radio. Parlons Femmes, Judith Belair. Parlons Femmes sur Sud Radio, c'est votre rendez-vous du samedi à 13h30. Mon invité du jour est Stéphanie Briand, qui est journaliste, réalisatrice, productrice, conférencière et auteure avec son livre Comment arrêter de foirer ses relations. C'est sorti chez Actes Sud et je vous le conseille si vous êtes comme moi, parfois dans les marasmes de vos relations que vous n'arrivez pas à comprendre. Non, sincèrement, vraiment ça a marché. Stéphanie, en fait finalement, votre message central, c'est quand même d'aimer mieux commence par se comprendre soi-même, quoi. On le redit ça. C'est pas nos relations qui échouent, ce que vous dites, mais les peurs non identifiées en fait qu'on projette, qui font que à un moment donné ça marche pas. Alors si les deux le font, c'est encore pire. Hein. Exactement, ouais. Évidemment. Sur ces relations hommes-femmes, pour pousser un peu, est-ce que vous pensez que les schémas amoureux ne sont pas encore, peut-être dans notre génération à nous, peut-être moins chez les jeunes en tout cas, marqués par ces rapports de pouvoir en fait et ces héritages patriarcaux dont on est tous issus finalement? Oui, je crois qu'il y a des rapports de pouvoir qui sont aussi liés à l'identité et qui des territoires qu'on ne veut pas déserter. Et ça crée évidemment des frictions. C'est pour ça que j'ai abordé aussi les choses sous forme de polarité. Je pense qu'il faut qu'on intervertisse les polarités dans le couple. Donc quand l'un est dans la polarité féminine, l'autre doit être dans une polarité masculine et puis on alterne. Et dans ce cas-là, ça met peut un se peu réfléchir. De réfléchir, on va peut-être pas faire non plus une réunion au sommet pour en parler, mais on peut observer et de se dire, dès qu'on est sur la même polarité, c'est vrai que le conflit naît et le rapport de pouvoir et le rapport de force, surtout quand on a des personnalités où on a cette capacité aussi à vouloir faire avancer les choses, où on peut se retrouver et qu'il y ait de la friture sur la ligne. Donc c'est bien de se poser la question des moments comme ça. Il y a une théorie que j'appelle la théorie des miettes sur le tapis et qui explique que dans toutes les relations, on a une espèce de gros bloc problématique qui crée de la tension en permanence. Et quels que soient les types de disputes, les plus petites choses vont déclencher cette problématique de fond. Donc, on met des miettes sur le tapis
eh bien, le conflit qui va être créé, en fait, il revient à cette problématique initiale. Et souvent, c'est dans les rapports de pouvoir. Donc finalement, c'est la même chose que ça soit entre hommes et femmes ou entre femmes et femmes et hommes, quelle que soit la relation amoureuse dont on parle, c'est le même sujet, quoi. Oui, quand il y a du lien, c'est exactement. C'est pas une histoire de genre, en fait. C'est ni une histoire de genre, ni une histoire d'amour au sens amoureux. Ouais, c'est ça. Alors, vos livres, en général, Stéphanie Briand, ils s'articulent autour de 3 grands pôles, j'ai remarqué. Le corps, donc cette respiration, ce souffle, hein. Le cerveau, beaucoup, puis les relations humaines. Vous mêlez finalement la science, une pratique scientifique, et puis le concret et l'introspection, quoi. Hein, c'est un peu vos 3 pôles d'expression, j'ai envie de dire. Aux États-Unis, j'ai habité assez longtemps et on m'a appelé un philosophe d'investigation. J'aimais bien le terme. Ouais. Et ça vous va bien. Et c'est un peu ça. Ouais. Et alors, le cerveau, c'est votre dada quand même, vous l'avez dit, hein, cette neurobiologie interpersonnelle que vous avez rencontrée, qui vous a changé la vie. Vous avez écrit d'ailleurs un guide du cerveau pour parents éclairés. C'est sorti en 2019. C'est un guide pratique qui aide les parents et éducateurs à mieux comprendre le développement cérébral des enfants. Finalement, ça aide à mieux nous comprendre nous-mêmes. On en revient toujours au même endroit. Hein. Exactement. Ouais. Et à aussi essayer de structurer mieux la transmission qu'on donne à ses enfants. Il y a plein de choses qu'on fait et puis on évolue parce qu'on comprend qu'en effet ça va pas dans le bon sens. Donc c'est assez essentiel. Il devrait y avoir des écoles pour parents, non ? Oui, des écoles pour... Non mais sans rire, parce que souvent on se dit on doit travailler sur les enfants pour améliorer la société, mais en réalité il faut travailler sur les parents, parce que ce sont les parents quand même qui élèvent les enfants. Voilà, donc c'est fondamental. Ouais. Le lien affectif sûr est la base de toute personne équilibrée, j'ai envie de dire, non, Stéphanie Briand ? C'est-à-dire quand à la maison c'est solide, après dehors ça va ? Oui, exactement. Il y a un espace de sécurité à créer. D'ailleurs, c'est hyper intéressant parce que la démocratie, elle est aussi très très liée à cette notion de sécurité. Quand on a de la sécurité, on n'a pas nécessairement besoin de confort. On ne fait pas la révolution, quoi. Non, mais cette notion de confort que beaucoup cherchent aujourd'hui... C'est parce qu'il n'y a pas de sécurité. Et ouais. Quand vous avez de la sécurité, c'est pas très grave le confort. C'est vrai. On crée sa bulle quand on manque de sécurité dehors. Voilà. Sur ce cerveau, justement, vous avez aussi fait des documentaires, hein, notamment le cerveau des enfants. L'image, là, pour le coup, ça devient un outil pédagogique. Ça vous obsède un peu, ça, quand même, Stéphanie Briand. Là, ce film, je l'ai fait, mais alors absolument pas en pensant qu'il sortirait au cinéma, qu'il rencontrerait un grand succès en salle. En plus, je vivais à l'époque aux États-Unis, je l'ai fait en anglais, donc j'avais pas du tout ciblé le marché français. Et c'est tombé à un moment où ça répondait vraisemblablement à des tonnes de questionnements et ça a fait écho. La mise en image, c'est pas tant ça, c'est aussi que vous amenez les gens à travers un parcours. Ce film, je le raconte aussi à la première personne. On rit, on découvre des choses sans... j'aime pas cette notion d'être trop dans la posture de sachant non plus. Je trouve que la vie, elle se vit justement à l'épreuve des situations, des expériences. Donc l'image amène à ça. Et puis moi, je viens du monde de l'audiovisuel, donc j'ai commencé ma carrière dans les médias, à la télévision, et j'adore l'image. Et là, d'ailleurs, maintenant, j'écris des séries aussi, donc ça fait partie de ma façon de narrer les choses. Et alors, vous faites aussi des conférences où vous abordez toujours ces histoires de potentiel humain, de respiration, de relations affectives, mais en fait, c'est la vulgarisation scientifique, je l'ai descendu, j'ai réussi. L'idée, c'est quand même de toujours rendre accessible ce savoir qu'on ne comprend pas toujours pour faire progresser la société, en fait. C'est ça, Stéphanie Briand ? Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'être sûres que ça tient et que c'est dans le marbre, et pour qui la science est un vecteur rassurant. Donc ce que je trouve intéressant, c'est d'aller valider justement de la philosophie, des sagesses ancestrales, avec une explication scientifique. Et quand on s'intéresse aux deux, eh bien ça apporte. Et ça permet à beaucoup de gens de mieux comprendre. Moi, j'adore dans les conférences, quand je sens dans le regard de quelqu'un ah ok, j'ai fait un lien que j'avais pas fait jusque-là. Donc pour vous, mystique et science sont étroitement liés, en fait ? Non, pas nécessairement. D'accord. Mais je trouve qu'il y a des choses qui sont totalement vérifiables, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Mais pas toujours, parce qu'il y a aussi des choses qui ne le sont pas et qu'on ne comprend pas et qu'on ne ressent pas. Et il y a aussi une sensation très forte, je trouve, de se dire que quelque chose est juste ou que quelque chose est vrai. Souvent, on n'a pas besoin d'avoir l'explication pour le sentir. Mais là, quand on peut l'expliquer derrière avec une démonstration ou de la science, ça permet de faire un lien entre la pensée, justement, et la preuve, et puis le ressenti qu'on pouvait avoir. Alors ce qui est sympa quand même dans tout ce que vous nous dites, Stéphanie Briand, c'est qu'on se rend compte qu'il nous appartient à nous de changer la donne, de changer les choses autour de nous, en général.
Pas toujours. En revanche, notre posture face à ce qui se passe autour de nous, oui. La façon dont on le perçoit. C'est la manière dont on regarde qui change la situation elle-même. Et de savoir aussi si on va en souffrir ou non, parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles on n'a absolument aucun contrôle. Moi, je ne crois pas à la projection du monde qu'on a dans sa tête. En revanche, comment est-ce qu'on choisit d'y réagir ? D'accord. Et alors, vous dites que vous avez passé beaucoup de temps aux États-Unis. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes rentré en France ? J'avais envie d'avoir mes enfants au contact aussi de la France. Et puis, il y a plein de choses qui me manquaient ici. Je trouve ça très enrichissant de partir. Vous étiez où aux États-Unis déjà ? À Los Angeles. De partir, c'est comme la famille, vous savez, vous vous éloignez de la famille un temps, vous allez faire des expériences et puis vous y revenez une fois que vous êtes gorgé d'autres choses. Donc c'est très enrichissant de vivre ailleurs, de comprendre. Partir pour revenir. Partir pour revenir et aussi d'avoir cette chance d'avoir ses enfants à l'école dans un autre pays parce que c'est là que vous comprenez vraiment ce qui est enseigné aux plus jeunes quand vous avez des enfants. C'est pas pareil de s'expatrier quand on n'a pas d'enfants. Est-ce que vous appliquez vos propres techniques à vos enfants, Stéphanie Briand ? Mais non, pas du tout, je suis parfaitement incohérente. Oui, bien sûr, et ce sont de grands partenaires de travail. Ouais. Ils vous aident, ils vous donnent des idées, parfois ils m'aident. Ils ont quel âge vos enfants ? J'ai un fils qui a 15 ans et une fille qui a 10 ans. Et surtout, ils m'inspirent et ils me poussent à comprendre des tas de choses parce que j'ai envie d'avancer et je co-construis aussi avec eux. Donc oui. Bon. Eh ben, je vous remercie d'être venu partager avec nous votre livre. Il est quand même, je le recommande aux jeunes femmes qui nous regardent aujourd'hui. Comment arrêter de foirer ses relations. C'est paru chez Actes Sud. Si vous aviez un conseil comme ça à donner aux auditrices qui nous écoutent, qui sont dans des relations un peu compliquées, un truc un peu comme ça, un peu large, le premier conseil qui vous vient, c'est quoi, Stéphanie Briand ? Apprendre l'art de la dispute. Apprendre à se disputer. C'est bien de se disputer ? C'est sain. D'accord. Et c'est quoi l'art de la dispute alors ? Justement, c'est de savoir mener des conflits pour que le reproche rapproche. Vous êtes trop forte, c'est une punchline ça. Comment ça peut rapprocher un reproche ? Parce qu'on apprend à comprendre mieux l'autre, à voir exactement ce qu'il a dans la tête et dans le cœur. D'accord. Donc en réalité, il s'ouvre à nous quand... Donc la dispute, c'est pas la rupture, ça crée le lien, c'est ça que vous nous dites. Ça crée du lien et justement, il faut apprendre à bien le faire pour ne pas abîmer le lien. Et puis surtout... Comment on fait pour bien se disputer, Stéphanie Briand ? Il y a tout dans le livre, justement. Et puis aussi, il faut savoir que les conflits n'ont pas vocation de se résoudre. Donc 70% des conflits ne se résolvent jamais. En revanche, ça peut nous rapprocher véritablement. Merci beaucoup. Je rappelle Judith. donc votre livre, Comment arrêter de foirer ses relations chez Actes Sud. C'est le livre de Stéphanie Briand. C'est la fin de Parlons Femmes sur Sud Radio. Merci pour votre écoute, pour votre fidélité. On se retrouve samedi prochain à 13h30 et puis demain soir à 19h, vous le savez, pour cet excellent. Un grand merci à Juju, à la réalisation, puis à très vite. Sud Radio, Parlons Femmes, Judith Belair. Avec la Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes.